Your goal is not in her. Salut les amis, c'est Skywalker, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Du coup, on s'était vu ensemble, on avait parlé du grand Ayrton Senna dans le casque qui est là. C'est pas évident de montrer, donc il est juste là. Et donc là aujourd'hui, nouvelle vidéo, parce que l'actualité, je pense, s'y prête très bien. Je vous avais dit que j'essaierais de vous la faire et donc le moment est venu de vous la faire. Et donc prochaine vidéo, donc celle-ci, la nouvelle vidéo sur Michael Schumacher. Donc Schumacher, le baron rouge, le Kaiser comme on peut dire, donc qui est assimilé à ses titres avec Ferrari. Aussi un pilote qui m'est très cher, dont le destin est tout aussi, je pense, tragique qu'Ayrton Senna. Peut-être que c'est le propre des grands champions de disparaître au firmament. Donc ce pilote, pourquoi il m'est cher? Vous voyez, j'ai la voix qui déraille, hein. Alors il faut m'excuser, c'est l'heure un peu tardive. Donc en fait, c'était un pilote qui a commencé en 91, hein. On a fêté il y a dernièrement les 30 ans du début d'Ayrton Senna donc sur le circuit de Spa-Francorchamps à l'occasion du circuit du Grand Prix. Grand Prix qui s'est malheureusement pas déroulé pour cause de pluie. Donc oui, début sur Jordan en remplacement d'un pilote qui était en prison, une histoire de prison je crois, pour des broutilles, hein. Et en fait, voilà, c'est le hasard, un petit peu le destin, un petit peu de ces pilotes hors normes. Et avec une modeste Jordan, il éclate tout. Il faut savoir aussi, pour la petite histoire, je l'ai appris que très récemment, que en fait, il avait menti à Eddie Jordan en disant qu'il connaissait le circuit alors que pas du tout. Et donc, il fait un temps, il fait des temps magnifiques. Il réussit à faire des prouesses. Avec une voiture qui était vraiment pas faite pour. Puis après il passe chez Benetton Renault, je crois qu'il de mémoire il a deux titres en 94 et en 95. 94 malheureusement avec le décès d'Ayrton Senna. Donc vraiment un destin qui est croisé entre les deux. Ayrton Senna donc qui s'en va en mai 94 et du coup Schumacher qui éclot à ce moment-là. Qui prend une nouvelle dimension et puis voilà, en fait après 94-95 le départ chez Ferrari, c'est là où moi j'ai commencé à apprécier le personnage, parce que moi Ferrari ça a toujours été un peu ma passion, les voitures rouges, je les trouve toujours magnifiques. Vous avez, juste là le circuit de Monza, donc qui est un de mes circuits favoris, et donc voilà le départ de Michael Schumacher chez Ferrari qui est en pleine restructuration avec Jean Todt qui vient d'arriver, et puis après on connaît la suite, hein, des titres à n'en plus finir, des records à n'en plus finir. Il faut savoir que Schumacher a été le détenteur de pas mal de records en F1 jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 2 ans, avec Lewis Hamilton qui a commencé à le détrôner il y a 2 ans. Et donc là, qui en passe de le détrôner, là, qui l'a égalé au nombre de titres de champion du monde, à 7 titres. C'était jusqu'à présent le recordman. Donc, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, il y a un documentaire qui va sortir sur Netflix. Il faut savoir du coup que depuis 2013, je crois. On va revenir plutôt avant de commencer sur 2013. Je vais poser le casque parce qu'en fait... il me sert pas à grand chose. Voilà. Donc, on disait Schumacher chez Ferrari avec les victoires qu'on connaît. 2006, on a quand même eu les années précédentes, 2004, 2005, puis du coup 2006, l'éclosion d'un certain Fernando Alonso chez Minardi d'abord.
chez Renault ensuite, avec 2 titres de champion du monde. Donc effectivement en 2006, deuxième titre de champion du monde pour Alonso. Et à l'occasion du Grand Prix de Monza, décidément, j'y arriverai pas, voilà, Grand Prix de Monza. En 2006, Schumacher annonce qu'il arrête la Formule 1, qu'il est temps pour lui de partir et qu'il donnera tout jusqu'à la dernière course. C'est ce qu'il a fait. Il s'est battu jusqu'à la dernière course. Il faut que vous regardiez le Grand Prix d'Interlagos 2006, qui sacre effectivement Alonso. Mais Schumacher est victime d'une crevaison lors de ce Grand Prix. Et vous voyez en fait le talent de ce mec-là, de ce pilote, qui remonte un à un avec des dépassements de pur génie sur des pilotes quand même réputés agressifs, hein, notamment Kimi Räikkönen, juste comme ça pour la petite histoire. Donc ouais, voilà, un pilote qui était capable quand même de trancher en fait, hein. C'est un personnage, là, un peu comme Ayrton Senna, c'est un personnage clivant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vraiment aimer Schumacher, un peu comme moi, qui l'ont respecté, voilà, et il y en a d'autres qui se sont dit, ouais, c'est un Allemand, c'est un tricheur, etc. Moi, je suis pas du tout dans cette philosophie-là. Je respecte le pilote avec tout ce qu'il a pu faire et entreprendre. Et puis en fait, du coup, grosse pause pour Schumacher, qui du coup, je crois de mémoire, je vais vous dire ça tout de suite, mais je crois de mémoire que c'est en 2009 que Massa a un accident du coup au Hungaroring. Alors je regarde, je suis en train de regarder en même temps. Il se prend en fait un ressort. Oui, c'est ça, en juillet 2009, donc sur le circuit lors du Grand Prix de Hongrie. Il se prend un ressort, ce qui fait que il a un gros chou-fleur, hein, quand même. Il est passé pas loin de la mort là aussi, hein, gros hématome et gros trauma crânien. Et donc en fait, Schumacher, qui était un des seuls pilotes, enfin un des pilotes réservistes, on va dire, de la Scuderia, qui était devenu consultant pour la Scuderia, à entreprendre d'essayer de reprendre un petit peu au pied levé, de reprendre un peu le flambeau à la place de Massa, qui est son ami, qui était son dauphin chez Ferrari jusque dans les dernières années, donc 2005-2006. Voilà, donc il entreprend de reprendre, ça ne marchera pas parce qu'en fait il a eu un accident de moto un peu plus tôt, ce qui lui a causé des problèmes au cervical, donc il n'est pas prêt physiquement à pouvoir effectivement encaisser les G que demande d'encaisser la conduite d'une F1. Donc c'est une opération qui est avortée, mais la saison suivante, 2010, en décembre 2010, pour Noël je crois, le 24 ou le 25, Ross Brawn, avec qui il était chez Ferrari, qui l'a aidé à tout gagner. Ross Brawn qui a repris l'écurie Honda pour 1 euro, je crois, $1 symbolique, qui a fait l'écurie Brawn, du coup, qui a réussi à remporter le championnat du monde de 2010, je crois, ou 2009, peut-être de 2009, oui, 2009, grâce à une faille en fait dans le règlement sportif qu'ils ont réussi à exploiter et que les autres n'ont pas pu exploiter. Donc Brawn a remonté une écurie, puis en fait a été racheté par Mercedes et en fait a fait appel à Schumacher qui avait fait ses débuts avec Mercedes en proto de mémoire. Et donc en fait la boucle est bouclée pour Schumacher, il revient pour aider son ami Ross Brawn. Malheureusement, les 3 années qui vont suivre, hein, 2010, 2011, 2012, vont pas être les meilleures années. Quelques coups d'éclat, beaucoup de on sent un peu de panique un petit peu au volant, on sent qu'il est physiquement il est plus du tout prêt. La voiture est pas prête non plus.
Par contre, on s'en est rendu compte que malheureusement plus tard, et ça a été révélé il n'y a pas si longtemps que ça non plus, c'est lui qui a posé les bases un petit peu de l'écurie Mercedes qu'on connaît actuellement et de la réussite un petit peu que l'on connaît à Lewis Hamilton. Donc un peu un passage là aussi de flambeau entre les deux pilotes. Donc oui, 3 années chez Mercedes, qui n'ont pas été couronnées de succès, mais malgré tout quand même, moi j'ai bien aimé la Mercedes de 2011, qui était, je trouve, avec un espèce d'aileron en canard qui était pour moi la meilleure. Et puis voilà, il s'arrête effectivement en 2013 en 2012 je crois plutôt, hein. Il a fait la saison 2010, 2011, 2012, oui 2012. Il s'arrête en 2012 et puis cette fois-ci c'est la dernière. Il s'arrête définitivement, il ne souhaite pas reprendre. Du coup, après malheureusement, il a un accident de ski tragique en décembre 2013, où en fait il est allé skier. Il avait un casque avec une caméra fixée dessus et en fait a priori la fixation n'était pas un petit peu aux normes, ça avait été percé un peu à l'arrache, ce qui fait qu'en fait il a tapé un rocher en faisant du hors-piste pour aller entre nous soit dit d'ailleurs, parce que je fais la petite parenthèse, parce que beaucoup de gens ont dit ouais il a fait du hors-piste, il a négligé beaucoup de sécurité, il a pas arrêté il est allé dans une zone qui était pas balisée, qui était vraiment du hors-piste. Il a voulu jouer au meilleur avec son casque en essayant de mettre sa GoPro à l'arrache. Il a pas fait respecter, etc. Ok. Pour la GoPro, par contre, pour le hors-piste, en fait, tout simplement, son fils s'est cassé la figure de l'autre côté. Il a voulu le rejoindre et il a traversé, en fait, comme tous les parents peuvent faire. Il a traversé, il est allé au plus pressé, sauf que du coup, son ski s'est pris a priori dans un caillou. Et en fait, ça l'a fait basculer en avant et sa tête a heurté un bout pointu, bêtement, hein, comme beaucoup d'accidents, qui est venu en fait enfoncer la partie où il avait fixé la GoPro et qui est venu lui causer une commotion cérébrale. Donc depuis, on a un blackout total, donc depuis presque 10 ans maintenant, on a un blackout total sur l'état de santé de Schumacher. Alors le reportage sur Netflix a l'air d'être très bien fait, a été validé par la famille Schumacher. Il y a des interviews, etc. A priori, d'après ce que j'ai pu voir, on donne 2-3 infos sur son état de santé, mais de manière toujours très vague, un petit peu ce que l'on sait actuellement et à la fois ce que l'on ne sait pas. On ne connaît pas son état de conscience. Est-ce que effectivement il est à l'état de légume et qu'il bouge un œil de temps en temps pour dire salut je suis là? Est-ce qu'il a des phases de conscience, de pas de conscience? On n'a pas d'infos par rapport à ça et a priori le reportage n'est pas encore sorti, le documentaire n'est pas encore sorti, mais a priori on ne nous en donne pas non plus. Donc on sait juste qu'effectivement il n'est pas comme il devrait être et c'est tragique pour cette personne-là. Pourquoi c'est tragique? Moi je trouve ça de manière très tragique, d'autres vont dire c'est bien fait pour lui. C'est un mec qui a roulé à 200 km/h minimum tout au long de sa vie. Il a fait presque 20 ans de Formule 1. Et en fait, il a quand même gagné beaucoup de choses. Vous regarderez aussi regardez des documentaires sur les Benetton. En fait, c'est un pilote qui a révolutionné le genre en fait, et qui a amené la F1 au niveau moderne auquel elle est aujourd'hui. Je l'explique. C'était quelqu'un qui était très porté sur le sport. C'était un très très grand sportif et c'est pour ça qu'il a réussi en fait à mener des courses par sa seule force physique. Donc en fait, il basait tout sur son entraînement physique. Et en fait, il a amené en fait les pilotes à tendre vers cet entraînement. Tous les pilotes aujourd'hui font de la muscu, etc. Vous le voyez très très souvent.
Pardon. Je m'excuse, il est tard. La vidéo, je l'ai faite un peu tard, donc je referme la parenthèse. Donc oui, vous verrez en fait sur les Benetton Renault aussi, il a fait mettre 3 petits cadrans sur la Benetton en digital. C'était une prouesse à l'époque, parce qu'en fait il voulait savoir la vitesse à l'entrée et à la sortie du virage. En fait, lui, ça l'intéressait pas forcément de savoir quel rapport, etc. C'était surtout pouvoir voir comment il rentrait dans le virage, à quelle vitesse il rentrait, et à quelle vitesse il pouvait en sortir, voir s'il pouvait améliorer. Donc c'est lui qui a amené en fait cette histoire un peu de télémétrie, on va dire, parce que c'est pas que lui, mais en fait c'est lui qui a été capable de dire voilà, moi j'ai besoin de savoir comment je rentre dans ce virage, comment je sors dans ce virage, etc. Donc beaucoup de choses. Il a amené beaucoup de choses à ce sport, et je pense que c'est mal lui rendre hommage que de dire c'est bien fait pour lui. Au contraire, je pense que on ne peut pas se réjouir de l'accident qu'il a eu. Alors je pense que du fait du nom de Schumacher, il est soigné. Ça vous arrive à moi, ça vous arrive à vous. De toute manière, vous passez pas 2 heures. Parce que c'est a priori son traitement, c'est à coût de millions par mois de suivi médical. Mais voilà, c'est un pilote qui, en fait, était partie à la retraite la seconde fois et certainement la dernière, mais qui aurait pu amener beaucoup de conseils, beaucoup de choses aux jeunes. J'ai un moustique qui vient de passer avec un gros mouton de poussière dans les pattes. Voilà. Et je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, c'est un excellent pilote. C'est dommage qu'il lui soit arrivé ça. Moi, je souhaite qu'une seule chose, c'est qu'il puisse s'en sortir. Malheureusement, j'ai peu d'espoir qu'il s'en sorte, puisque s'il a, au bout de 10 ans, il n'a pas repris, et s'il n'a pas reparlé, s'il est dans un mutisme complet. On a vu récemment, suite à une erreur d'anesthésie, on a un joueur du PSG qui est mort il y a cette semaine ou la semaine dernière, qui est resté 28 ans dans le coma, quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense que malheureusement il faut pas en attendre plus pour Schumacher. Alors est-ce qu'il aurait mieux fait de mourir au firmament, d'intégrer ce statut de légende comme l'a été Ayrton Senna? Peut-être. J'ai quand même l'intime espoir quand même qu'un jour on le voit, on puisse le voir, qu'on ait plus d'infos. Il n'y a que Jean Todt a priori qui arrive à avoir des infos, et à la discrétion de la famille, et Jean Todt est très respecte ce blackout d'informations, cette omerta en fait, sur les informations qu'on peut avoir sur Schumacher. Comme je l'ai fait pour Ayrton Senna, je vais vous présenter quelques ouvrages sur Schumacher, à commencer par le seul bouquin que j'ai, qui est Michael Schumacher, sa vie, ses victoires, ses rêves. Donc voilà, vous pouvez le voir. Hop. Donc ça a été fait par une journaliste automobile, Karin Sturm, qui a couvert la discipline pendant plus de 30 ans. Elle a suivi Michael Schumacher des débuts de sa carrière jusqu'à maintenant. Elle est considérée comme l'une des personnes le connaissant le mieux. Donc moi je l'ai dévoré, il est très bien fait. Il y a quelques au milieu, il y a quelques images assez sympas, un petit peu sur. Hop, là, je vais rapprocher. Hop, pardon, voilà, sur le personnage. Donc ouais, c'est un bouquin que j'avais bien aimé, donc je vous le recommande. C'est donc Karin Sturm, STURM, Michael Schumacher, sa vie, ses victoires, ses rêves, aux éditions Talent Sport. Nous avons, après, je vous l'avais présenté pour Ayrton Senna, donc les dossiers Michel Vaillant, avec une édition sur Schumacher. Alors je ne sais pas si vous voyez le petit encadré. Hop. Donc ça nous informe que le contenu n'a pas été validé ni par Michael Schumacher, ni par l'ICM, ni par Jean Todt, ni la FIA. Bref, personne n'a validé ce truc.
Mais en tout cas, on retrouve du Michel Vaillant, un peu voilà, les différentes choses. Et je trouve qu'en fait, c'est pas mal fait parce qu'il y a un petit peu de. Il y a des photos, il y a des explications, il y a des dessins. Et on le voit quand même, pour un retraité, il était plutôt pas mal encore. Il était physiquement au top. Hein. Et voilà, donc ça c'était la partie un petit peu avec la bande dessinée et le bouquin. On passe maintenant au plus gros ouvrage un petit peu sur Michael Schumacher. Donc celui-là aux éditions Chronosport Éditeur. Michael Schumacher, itinéraire d'un surdoué. Un peu, c'est un peu vrai. Hein. C'est quelqu'un il a pas pu avoir 7 titres comme ça, comme Lewis Hamilton, même si pour moi Lewis Hamilton devrait changer d'écurie pour montrer qu'il est capable de gagner ailleurs que chez Mercedes, parce qu'on a vu que Mercedes dominait tout, mais comme Schumacher de son époque. Mais pour moi, Schumacher, enfin, il avait quand même des adversaires à sa taille. On se souvient d'Hakkinen quand même, puisqu'on fait la parenthèse, Schumacher, les adversaires de Schumacher au cours de sa carrière, Ayrton Senna, Jacques Villeneuve, Damon Jacques Villeneuve, Hakkinen. Après, il y a eu Juan Pablo Montoya, il y a eu Kimi Raikkonen, il y a eu Fernando Alonso. Bon, c'est pas des petites pointures à l'échelle de la F1 quand même. Quand on regarde le parcours de ces pilotes-là, bon, Ayrton Senna, malheureusement, ça a été sur la fin. Damon Hill, quand même, champion du monde. Jacques Villeneuve, champion du monde. C'est, voilà, tous les deux des fils d'eux. Mais qui n'ont pas démérité leur titre, hein, parce que fils d'eux, Damon Hill, il est allé quand même au charbon pour l'avoir. Il n'a pas mis l'argent sur la table et puis en disant bah moi je veux la meilleure voiture et puis pouf j'aligne. Non. Jacques Villeneuve pareil, hein, c'est un pilote que j'apprécie beaucoup, même s'il est beaucoup décrié, notamment dans ses choix stratégiques, etc. Enfin, on peut pas lui reprocher d'avoir été fidèle à Baronda. L'écurie de son pote, je pense qu'il aurait pu avoir une autre carrière ailleurs, mais en tout cas il était fidèle. Mika Hakkinen, qui a été, je pense, l'un des plus gros adversaires de Schumacher dans la fin des années 90, hein, qui quand même remporte 2 titres en 98 et 99, hein, qui met une pile à Schumacher, et puis c'était un excellent pilote. On a eu Montoya qui a été incroyable. Je vous invite à regarder les courses de Juan Pablo Montoya en F1. C'est juste un petit bijou en fait. C'est du Fernando Alonso aujourd'hui qui, avec une bonne voiture, était capable de faire des dépassements de fou. C'est lui, je crois d'ailleurs, qui a toujours le record de Monza. Hop là, voilà. Le record de vitesse sur Monza. Donc voilà. Je pense qu'on peut pas enlever ça au pilote. Un autre ouvrage, donc Michael Schumacher, La Légende, donc aux éditions Solar. Donc là aussi, pareil, hein, c'est redondant, hein, je vous l'accorde, mais ce sont des ouvrages qui sont très bien faits, qui sont très bien documentés. Là, vous voyez, je passais dessus, ils disent image de mauvais garçon, mais oui, mais en fait, non. Oui, mais non, en fait. Et enfin, celui que moi j'ai apprécié le plus par sa sobriété, voilà, je vais vous montrer Schumacher, donc la biographie officielle. Regardez la page, moi je trouve ça magnifique. Rouge, un rouge Ferrari avec une écriture. Donc c'est sa biographie effectivement officielle. Par contre, c'est sa biographie de mémoire, c'est toute la période Ferrari. En fait, ça a été fait avant son retour chez
chez Mercedes. Mais voilà, il y a d'excellents... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait d'excellentes photos. Il y a beaucoup de photos. Et d'excellentes factures. Et en fait, c'est quand même bien écrit. Vous voyez, il y a quand même des pages. Il y a de quoi bouquiner. Voilà, c'était un petit peu tout sur les ouvrages sur Michael Schumacher. Alors, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment pas mal de clips. De fait, moi, je suis assez fan des clips qui sont faits par des passionnés. Vous allez avoir donc le documentaire sur Netflix. Vous avez aussi une expo Schumacher en Allemagne si vous souhaitez y aller avec ses voitures, ses trophées, ses combinaisons. Je pense que c'est très intéressant d'aller voir. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Moi je vais pas tarder à aller me coucher. Peut-être que si vous attendez jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être qu'il y aura une surprise. Je ne suis pas sûr de pouvoir le faire pour des raisons que je vous expliquerai après. Donc voilà, Choumi et moi on va aller se coucher. Et on vous souhaite à tous un bon visionnage de vidéo. Portez-vous bien, faites attention si vous allez au ski. Prenez un casque homologué, ne faites pas trop dedans, ne posez pas de caméra GoPro, ne faites pas de hors-piste si vous n'êtes pas accompagné. Je pense qu'il y a suffisamment de pistes en France pour pouvoir s'amuser sur des pistes. Je ne skie pas, je ne suis pas un spécialiste. Et j'espère un jour revoir le Choumi tel qu'on le connaissait, parce que son fils a l'air de faire quand même des choses pas trop mal en F1. En tout cas, il ne démérite pas. Et je pense que pour un père qui a été un illustre pilote comme l'a été Schumacher, ce serait dommage de ne pas pouvoir profiter de ce que fait son fils sur la piste. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à très bientôt et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, j'ai l'impression que pas mal de gens regardent les vidéos mais ne s'abonnent pas. Donc abonnez-vous que je puisse vous proposer d'autres contenus. Et on a fait des petites vidéos de présentation cet été pour vous présenter peut-être des nouveautés. Il va falloir maintenant les mettre en place, mais je compte d'abord sur vous. Allez, ciao ciao!